Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je me trouve avec Armelle Bontemps, la belle intelligence, la puissante Armelle, que j'ai profité de sa puissance d'ailleurs à travers les séances que j'ai de temps en temps. Aujourd'hui, on va partager un café avec Armelle, ça va être génial, on va parler de tout et de rien, mais surtout d'elle, de qui elle est. Bienvenue Armelle. Salut Laurent, super contente de te retrouver, comme à chaque Cool. fois. Ouais, c'est génial. On va s'amuser, on va partager pour les gens qui nous écoutent. Donc peut-être, si tu peux, avant toute chose, te présenter qui tu es, d'où tu viens. La présentation, c'est toujours difficile, je trouve, quand on est dans des pratiques comme ça, tellement vastes et nouvelles aussi, à tout point de vue, énergétique et spirituel et humaine. Je dirais que mes activités principales sont vraiment tournées autour de l'écriture, de la formation et de l'accompagnement. Donc auteure, formatrice et coach aussi sur tout l'aspect quantique, médecine quantique qu'on partage forcément ensemble et puis tous les autres aspects énergétiques, psychocorporels, tout ce qui m'anime depuis je dirais maintenant 2017 où j'ai commencé, tu vois, par la voie du yoga et ça m'a mené vraiment à explorer l'être humain sous toutes ses facettes et nous accompagner collectivement vers l'ascension qu'on est en train de vivre en fait. Cool, cool, Ça fait génial. Donc, beaucoup de choses, mais tu ouais, fais beaucoup de choses, tu es coach de coach, hein, c'est juste. Donc, tu formes coach aussi de des coachs. coach, ouais. Ouais. Tu as écrit des livres, tu as beaucoup de communautés que tu as créées, notamment Quantox et d'autres, pour ne pas les citer. Si tu as envie de les citer avec grand plaisir, je ne les ai pas toutes en tête, Ouais, mais tu es très présente en tout cas depuis un moment. j'essaye. Et donc, du coup, cette énergie, cette force, ce partage, euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire tout ça? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quel a été le déclic peut-être pour toi? Bonne question, Laurent, bonne question. Tu vois, justement, quand j'écris autour de ça ou quand je transmets autour de mon parcours, je trouve que c'est difficile et vulnérable parce que ça te remet toujours dans ce moment où toi t'as commencé, où t'as fait où t'as fait tes armes finalement et où j'ai cette impression, tu vois, que quand je suis tombée dans cette marmite du quantique, de l'énergétique, du développement spirituel de manière générale, tu vois, j'ai l'impression que j'ai eu besoin de me faire toutes ces clés-là et de les découvrir un petit peu de manière solitaire parce que si je reprends vraiment mon parcours, ça a commencé en 2012, à ce moment précis du grand switch mondial. Universel de cette fameuse année dont tout le monde parlait et qui était soi-disant la fin du monde et finalement on l'a vu le début d'une nouvelle ère pour beaucoup d'entre nous dans le milieu énergétique je pense et je pourrais dater à ce moment-là tu vois mon switch en tout cas cette grande ouverture au monde subtil et puis j'ai attendu quelques années 2016-2017 pour vraiment commencer à me former et j'ai pris la porte du yoga au tout début pour me former. D'ailleurs, j'étais même pas dans l'optique de, tu vois, de faire du yoga, de me former en tant que prof. J'étais juste à un moment de ma vie où j'avais besoin de réponses, où j'avais envie de comprendre le sens des choses et de répondre à cette grande question du pourquoi. Et en fait, je suis partie et je me suis rendu compte que tout ça était en train de s'ouvrir et que j'étais en fait en immersion pendant un mois, tu vois, au Népal. J'ai fait cette formation, cette première formation au Népal et en fait ça a radicalement changé les choses, même si je prenais déjà un petit peu cette pente-là parce que tu vois, je commençais à connecter au monde subtil depuis bien avant, mais j'avais pas de réponse et je me sentais très démunie et très seule face à tout ce pan subtil que je comprenais pas. Et tu vois, à partir de là, je n'ai fait que continuer ce chemin pour finalement m'orienter plus dans la formation, m'orienter plus dans le coaching et l'accompagnement, et m'orienter finalement plus dans tout le monde quantique qui, à mon sens, peut enfin, tu vois, connecter tout, parce que voilà, il y a tellement d'outils. Et tu vois, aujourd'hui, je suis encore en train d'apprendre continuellement et je crois que le chemin s'arrêtera jamais, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est
c'est clair. Mais voilà, comme tu vois, comme toi, comme nous tous, dans ce milieu-là, on échange beaucoup dessus et c'est vrai que tu ouvres des portes et tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et je crois maintenant que voilà, plus tu creuses, moins tu en sais, parce que tu te rends compte de l'espace des possibles et en même temps, tu avances et tu te crées des clés vraiment très puissantes au fil du temps. Et en tout cas, moi, ma mission, c'est de les partager. Tu vois, j'ai compris aujourd'hui que voilà, ça faisait partie de ma mission et quand je m'en éloigne, on me rappelle bien que il faut que j'y revienne, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est un des points en commun. On a un autre point en commun, c'est qu'on vit les deux dans des pays qui ne sont pas les nôtres, Ouais, d'où on n'est pas originaire. Ça fera partie de probablement une série qui s'appelle ouais, On the Road, où on expliquera un petit peu plus cette expérience, mais c'est aussi une manière de, je pense, si tu as envie de partager là-dessus, de s'explorer sous des facettes différentes, sous des actes ou sous des dimensions différentes. Est-ce que tu as envie de partager un petit peu là-dessus? ouais, c'est vrai, c'est une autre façon de voir les choses, tu vois. Il pourrait y avoir la première option qui serait de dire t'as fui ton pays, t'as fui l'aspect énergétique difficile des choses en ce moment, tu vois. Cette phrase-là, on me l'a un peu dit à certains moments. Oui, mais toi t'es pas en France, tu vois pas les choses, tu ressens pas la. Bon, voilà, c'est différent et j'ai senti, tu sais, cette espèce de, de d'idées derrière que voilà, j'avais pris la fuite pour aller expérimenter autre chose. Et puis il y a aussi l'idée de se dire que moi je pense que la Terre nous redirige toujours là où on doit aller. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, tu vois, et de comprendre aussi dans ma vie. Et je pense qu'on est tous capables de le comprendre par rapport à ce qu'on a vécu, parce que tu vois, quand on a beaucoup voyagé, comme je pense beaucoup d'entre nous dans ces générations-là, on on sait pas pourquoi on a été appelé par des pays à certains moments de notre vie, et on l'a compris après, tu vois, toi qui vis en Amérique latine, t'as compris après pourquoi t'avais ressenti cet appel, mais je suis sûre qu'au moment où t'es parti, c'était un peu flou, t'avais voilà, un appel du cœur, et pour moi, tu vois, en Roumanie depuis 9 mois maintenant, ça a été ça comme pour tous les autres voyages, et du coup, voilà, l'autre option de le voir, c'est de se dire que la Terre sait où nous rediriger si on est attentif à là où on veut aller. Et je pense qu'en plus, tu vois, ces derniers temps, tout le monde a bougé. On a autour de nous des personnes qui ont changé de pays, qui ont fait des voyages plus ou moins longs. J'ai l'impression que là, tu vois, particulièrement cette dernière année ou ces 2 dernières années, il y a eu il y a eu une espèce de réécriture de la carte du monde. Tu sais, comme si les frontières n'avaient plus les mêmes importances en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens je me suis sentie appelée par une terre, par un endroit, et je savais que, surtout, en restant en France, je n'allais pas du tout euh, évoluer et être dans des bonnes conditions énergétiques pour pouvoir m'aider moi-même et pour pouvoir aider les autres, en fait. Et je pense que, voilà, il faut écouter cet appel-là et qu'on reste en France ou qu'on bouge. Il y a quelque chose à en tirer, et c'est vrai que c'est autre chose de vivre ailleurs que dans son pays d'origine, et en même temps, je pense que ça fait partie, tu vois, de l'aspect un peu multidimensionnel de nos vies, c'est que bah, en voyageant, tu reconnectes aussi à des parts de toi. Et c'est comme ça que tu le fais aussi. Tu peux le faire en étant dans le même lieu, par la méditation, etc. Mais tu sais très bien que quand on va dans un lieu et qu'on est confronté à l'énergie d'un lieu, tac, c'est comme deux neurones qui se connectent, c'est comme, tu vois, tu comprends quelque chose et tu avances. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me fait par rapport à la Roumanie, là, en ce moment. Et pour répondre à ta question, d'autant plus que j'ai beaucoup voyagé, certes, dans ma vie, mais j'ai jamais décidé de m'installer quelque part. Et là, c'est la première fois que je décide de m'installer en dehors de la France et de me visualiser pendant quelques années sans savoir où ça va aller non plus. Non, et c'est totalement différent. Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, mais au niveau du mental, du mindset, c'est totalement différent entre je pars en vacances et je décide de Ouais. m'installer. En fait, c'est comme s'il y avait des connexions différentes qui s'activaient. Mais oui, c'est une expérience à vivre et unique. Et c'est vrai que de toute façon, au niveau subatomique, on est des êtres structurés sans structure, puisqu'on n'a pas une structure réelle. On est fait de photons et de quarks. Et quand on regarde, on discutait tout à l'heure de géobiologie, pour rentrer dans le sujet.
les lignes énergétiques de la Terre, que certains appellent le serpent de lumière, Mm. Drang-Ballon, c'est une ligne énergétique qui a bougé avec le temps. Donc, c'était au Népal, tu as parlé du Népal tout à l'heure, et ça a migré vers l'Amérique latine. Et donc, Ah, ok. tout fait partie du même écosystème. Et c'est vrai que bouger, c'est une perception de l'espace-temps, mais finalement, on fait partie de tout cet espace-temps. Donc, ça devient relatif en fonction de comment on se connecte à l'endroit et ce qu'on est venu chercher. Ouais, complètement, complètement. C'est assez fou d'ailleurs. C'est là où tu te rends compte de l'interconnexion de tout. C'est que finalement, est-ce que le lieu a tant d'importance que ça aussi parce qu'on est dans une toile voilà très vaste. Mais c'est vrai qu'à certains endroits du monde, on ne trouve pas la même chose, on ne vient pas chercher la même chose. Moi, je veux dire, ma vie en Roumanie, elle est très différente de la tienne en Colombie, elle est très différente de quelqu'un qui vit en Suisse ou ailleurs. Et c'est des énergies, c'est un package, quoi. Ici, tu vois, si je devais définir l'énergie de ce lieu, il y a une partie très mystique en Roumanie qui est à la fois très subtile, très protégée et très mystérieuse parce que tu sens que c'est un pays qui n'a pas eu le vent en poupe, tu vois. Et je veux dire, tu parles de Roumanie aujourd'hui, tu as très peu de personnes qui sont intéressées par ce pays et qui se diraient je vais aller m'y installer parce qu'on a une idée, une image aussi de certains pays comme ça. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a protégé aussi ce pays-là parce que ça l'a rendu ça l'a gardé très pur sur certains aspects, même s'ils sont dans un gros développement, tu vois, économique, et ils sont en admiration sur l'Europe, enfin sur la France, sur les pays un peu plus, voilà, un petit peu plus hype dans leur vision des choses. Mais quand tu leur dis non, mais vous n'avez rien à envier à la France, je veux dire, la France n'a quasiment plus de tradition, on a quasiment plus de production française, on a y a énormément de choses qui semblent, tu vois, s'effriter. Et moi, c'est ce qui m'a aussi, c'est ce qui nous a poussé, tu vois, en couple à partir. Et c'est ce qui parfois me rend un peu triste par rapport à la France, parce que on a peut-être une vision un peu nostalgique de la France, tu vois. Moi, je me rappelle de mon enfance en France et dans les années 90, c'était pas encore comme aujourd'hui, bien sûr. Et il y avait quand même, tu vois, je sais pas, plus de douceur, plus de légèreté. Et aujourd'hui, bon, on est dans le dur pour toutes les raisons qu'on connaît aussi au niveau mondial. Mais tu vois, c'est quelque chose que je retrouve un petit peu en Roumanie avec ce côté beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Et peut-être que tu vois, en venant ici, comme nous qui sommes à différents endroits du monde, peut-être qu'on va retrouver des choses, des savoirs, des sensations pour pouvoir de nouveau les insuffler ailleurs, tu vois, là où ça peut être un peu manquant, là où on a besoin de retrouver ça. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait, tu vois, de s'exploser aux quatre coins du monde, peut-être pour faire réémerger quelque chose de très beau sur tout ce qui était bien de notre matrice 3D. Et on garde le meilleur et on avance pour la suite, quoi. En tout cas, c'est comme ça que, tu vois, je le ressens en ce moment. On est en train d'étendre la toile pour être sûr de prendre tout le monde à l'intérieur. Donc, pour tous les Suisses qui nous regardent, 90, c'est 90. Est-ce qu'en Roumanie, on dit 90 ou 90? En Roumanie, tu dis opt 10, je Ok, crois. cool. On va pas te faire compter jusqu'à 90 pour Non, pas je avoir... peux compter jusqu'à 9, mais ouais. Et quand tu as commencé à parler d'énergie et de lieux et tout ça, les Carpates se sont cachées derrière toi. Et avant, Ah, elles étaient visibles et elles sont devenues invisibles. Là, elles sont de nouveau invisibles par rapport à quand tu bouges ou pas. Mais est-ce que tu as eu la chance de pouvoir déjà te rendre dans ces lieux, d'expérimenter toute ouais. l'énergie? Ouais. Écoute, quand on est arrivé, on a passé plusieurs frontières parce qu'on est parti en van par la route. On est parti du sud de la France, on a traversé l'Italie, la Slovénie, la Hongrie et la Roumanie. On est arrivé vraiment dans un coin, tu vois, à la frontière hongro-roumaine, qui était très laid, vraiment. Hein. Je vais pas passer par quatre chemins. C'était, tu vois, les vestiges de l'Union soviétique, les gros trucs, tout gris. Tu sens que c'est lourd, que c'est
voilà, il y a eu de l'histoire. Ils ont quand même vécu ici aussi 40 ans tu vois, d'Union soviétique. Enfin, voilà, de communisme, c'était lourd. Et en même temps, tu sens que la nature, elle est très très préservée, elle est très présente. Et tu passes de la ville à la campagne et à la montagne, presque comme ça. Et c'est vrai que du coup, en avançant, on a finalement, en très peu de jours, tu vois, atteint la chaîne des Carpates. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. En plus, c'était l'automne et c'était magnifique quand on est arrivé. Et, euh, et les premières connexions que j'ai pu faire, c'était vraiment avec le fameux mont Buseji, qui est, tu vois, qui est vraiment un mont, un vortex énergétique très puissant dans le monde comme pourrait l'être le mont Shasta ou en Californie ou d'autres, tu vois, qu'on peut connaître. Et en fait, en me connectant à ce lieu, j'ai tout de suite senti un espèce ouais, une sensation de, comme si je retournais à la maison, tu vois, et très très puissant, très tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cette espèce de volcan énergétique. Et puis après, sur la route, tu vois, on a traversé la Transylvanie, toute la chaîne des Carpates. Et d'ailleurs, c'est là où on va trouver un endroit pour s'installer. Et voilà, on a envie, tu vois, d'être vraiment dans cette chaîne des Carpates. Donc, potentiellement, bon, on la voit pas là, mais on serait dans ce type de montagne, tu vois, à l'intérieur. Et c'est super puissant. Et puis ce qui peut être aussi, je pense, très touchant pour beaucoup d'entre nous quand on voyage aussi, c'est de ressentir la terre, de ressentir l'énergie de la terre, et d'autant plus, tu vois, en mouvement, en faisant beaucoup de kilomètres et en étant en voiture, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir absorbé toute l'énergie de la terre avec moi et d'avoir du coup reconnecté à des mémoires. Et ça a été très challengeant pour moi. Le premier mois en arrivée en Roumanie, j'ai eu l'impression, tu sais, d'avoir fait éponge et d'avoir pris tout ce qu'il y avait dans la terre pour pouvoir transmuter moi-même tout ce que ça me rappelait, peut-être des vies auxquelles j'ai reconnecté, tu vois. Des vies où je me suis vraiment vue traverser la Roumanie à pied, enfin des vies oui, de femmes, tu vois, de femmes sorcières aussi, de toutes ces périodes-là, dans notre grand champ quantique multidimensionnel. Mais ça a été, tu vois, des reconnexions comme avec le monde du Seji, comme avec, voilà, certains endroits, certains lieux. Et puis, il y a énormément d'églises, énormément d'églises orthodoxes, énormément de centres très chargés, tu vois. Donc, ouais, ça a été intense. Honnêtement, tu vois, on s'y attendait pas parce que c'était pas un pays qu'on connaissait beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, la Roumanie. J'ai toujours su que tu étais une sorcière. Alors, à toutes les sorcières qui nous regardent, profitez de vous connecter à cette obscurité, à y mettre de la lumière pour faire briller votre côté lumineux. C'est le moment. C'est jamais le moment et c'est toujours le moment. Le bon Mm, moment, c'est quand on choisit chacun de le faire, mais c'est une opportunité de se reconnecter avec tous ces savoirs ancestraux. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de revivre ou d'aspirer littéralement tous ces éléments pour les c'est clair, transformer. c'est Et, clair. c'est c'est ce que tu disais au début, les gens qui, un petit peu envieux peut-être, qui disent oui, mais mais en fait, on ne sait pas ce que vit chacun, on ne sait pas quelle est la mission de chacun, on ne sait pas ce qu'il est en train de traverser. Ben, Armelle, elle est souriante, elle est belle, elle est là, mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas en train de souffrir, qu'elle n'a pas fait du travail sur elle, qu'elle pleure pas de temps en temps, qu'elle pousse pas une grande Ouais. gueulée, comme on dit en Suisse. Et Donc, effectivement, ça arrive beaucoup. Donc c'est ça, c'est que on est tous et toutes dans cette grande machine à laver. Et je pense que c'est très juste que tu rappelles tout ça parce que on a de la force, on a beaucoup de force et on a beaucoup de vulnérabilité. Et les deux sont tellement beaux et tellement compatibles. Et c'est vrai que ce que tu rappelles de ne pas projeter, de ne pas imaginer la vie des gens, moi c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler assez tôt parce que je me suis rendu compte à quel point on ne connaissait rien.
de certains morceaux de vie des gens. Même si aujourd'hui, tu vois, je suis persuadée qu'il y aura de plus en plus de transparence parce qu'on devient de plus en plus connecté à nos capacités de télépathie, tu vois, de clairsentience, etc. C'est des choses qui sont en train de réémerger avec le voile 3D qui est en train de partir, de littéralement se désagréger de notre Terre, tu vois, donc on retrouve tous ces potentiels et je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est déjà le cas, mais on saura, on sentira, on verra la vie de chacun et, et justement, il y aura une forme de transparence, mais on est quand même encore un peu entre les deux et on ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens et le jugement est une séparation super violente parce que du coup on se sépare de soi-même, on se sépare de l'autre, on imagine que la vie d'un tel est parfaite, que forcément cette personne va bien ou que du coup pour elle tout est facile et que c'est pas juste, alors que je pense très honnêtement qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais ça peut le devenir. Tu vois, ça peut le devenir par un état d'esprit où on se dit, ok, tu vois, je prends de la distance, discernement. Je suis venue sur Terre pour vivre cette grande pièce de théâtre. Alors j'y vais et finalement rien n'est grave. C'est un peu contradictoire, mais tout est grave et rien n'est grave. Tu vois, c'est ok, on vit les choses et ce qui est difficile pour nous, c'est le filtre de nos émotions parce qu'on est sur Terre. Mais en soi, quand on travaille dessus, quand on accepte, quand on se libère, quand on met de la fluidité, on peut traverser n'importe quoi. Et c'est vrai que, ouais, je pense que c'est un beau rappel de se dire qu'on ne peut pas juger la vie d'autrui et on a besoin de se soutenir aussi. Tu vois, on a besoin de se soutenir et d'autant plus, je pense que ce qui a augmenté cette espèce de séparation entre nous, c'est bien sûr, c'est les réseaux sociaux. Tu vois, même si ça a du très très bon, on crée des avatars qui sont parfois hyper, tu vois, qui collent parfaitement à qui l'on est. Je pense que quand on est dans cette intégrité-là, bah, il y a peu de chances pour que ton image des réseaux sociaux soit à des années-lumière de ce que tu es. Mais parfois, il y a des, il y a des dissonances, tu vois. Tu sens bien qu'une personne manque de clarté sur ce qu'elle est foncièrement et ce qui est montré. Donc je pense que voilà, ça a pu amener beaucoup de peut-être beaucoup de jugements, de peur, de frustration, etc. Et on a tendance à un petit peu, je pense, tu vois, idéaliser les choses parce il y a ce filtre entre la personne et moi, quoi. Donc, ouais, j'ai fait un monologue, mais Non, et c'est plus facile, c'est vrai, c'est plus facile que de regarder son côté obscur ou de s'avouer certaines faiblesses. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, le fait de travailler sur soi, c'est déjà quelque chose de très courageux et ça permet en fait, par attraction, d'aider les autres à vibrer mieux. Et de ce côté-là, j'ai envie de faire quand même un rappel qui est très important. C'est cool et c'est important qu'on soit professionnel dans l'accompagnement ou pas, de travailler sur soi, mais c'est une responsabilité et une décision hmm, individuelle. ouais, Ceci étant dit, pour tous les thérapeutes qui nous regardent, on ne doit pas être parfait pour pouvoir aider les autres. Donc la course à la perfection, ouais. c'est une course qui est déjà perdue d'avance. Euh, et euh, Encore une fois, c'est vrai qu'en corrigeant les choses, en travaillant sur soi, c'est important. Ça permet de tirer les autres vers le haut, ceux qui sont peut-être dans une vibration plus basse, mais ne tombons pas dans le piège ou dans la fausse croyance qu'il faut être parfait pour pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est des sujets auxquels je suis toujours sensible. Donc tu as beaucoup travaillé sur toi. Et avant de travailler sur toi, tu as travaillé sur quoi? Ou dans quoi tu as travaillé avant 2012? Tu faisais quoi? Eh bien, écoute, avant de vraiment plonger dans ce monde-là, euh, tu vois, je suis sortie du lycée, j'étais persuadée que je voulais intégrer les beaux-arts. Je voulais faire de l'art, j'étais une grande, voilà, une grande passionnée de peinture, de dessin, et c'était ma catharsis, hein, tu vois. Je peignais énormément, j'étais une ado très, très torturée.
très très torturée, ce qui du coup m'a permis aussi de développer des outils de création, tu vois, qui me servent encore aujourd'hui, et de développer aussi cette capacité un petit peu créatrice qui fait partie de moi. Et puis surtout, tu vois, des années plus tard, de comprendre pourquoi j'étais cet ado hyper mal et hyper perturbé, parce qu'il y a des choses que tu enfouis tellement profond que voilà, tu te dis mais d'où ça vient, etc. Et même si l'adolescence est un passage qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, je pense que parfois il y a des facteurs aggravants qui sont peut-être pas vus au moment où voilà où c'est fait. Et du coup ça a été mon cas, tu vois, il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui ont été enfouies, et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, tu vois, on dit souvent qu'on est on peut, tu sais, vraiment faire rayonner cette lumière à la hauteur de nos souffrances. Et je pense que oui, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi j'ai croisé beaucoup de personnes qui avaient vécu ça, une forme de création de résilience, tu vois, qui se fait par rapport à ça. Donc moi, tu vois, j'étais vraiment passionnée par le monde créatif, artistique. J'ai passé des concours pour les beaux-arts, pour les arts déco. Je vivais à Paris, en région parisienne à ce moment-là. Et, euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça parce que ça me mettait des cadres et que je détestais les cadres et que j'avais juste envie de peindre dans ma chambre et de pas avoir tous ces espèces de trucs tout autour, et que c'était devenu très compliqué, tu sais, comme si la simplicité avait été organisée et que du coup j'avais plus ce flow. Et après ça, mon parcours a été très périlleux et chaotique, et en même temps super. Tu vois, ça a été un grand enseignement. Après ça, finalement, j'ai fait des petits boulots, j'ai bossé comme hôtesse d'accueil pour plein de trucs, j'ai bossé au Bouddha Bar à Concorde, tu vois, pendant presque un an, et c'était chouette aussi parce que c'était une expérience, tu vois, j'avais 18 ans, 19 ans à l'époque, en plus je faisais encore ma prépa à Beaux-Arts en même temps, tu vois, je me couchais à 3 heures du mat, pas avec le boulot, j'allais en cours le lendemain, enfin la vraie vie étudiante parisienne où tu galères, quoi. Mais en même temps, c'était des belles années. Et ensuite, je me suis vraiment orientée dans un nouveau cursus qui me plaisait énormément. J'ai commencé le journalisme et j'ai fait une école de journalisme. Et pareil, tu vois, ça a été magique d'apprendre toutes ces choses. C'est aussi grâce à ça que je suis partie vivre en Australie pendant un an, que j'ai travaillé dans des boîtes en Australie, que j'ai travaillé en télé, en radio, etc. Donc c'était super, tu vois. Moi j'avais bah voilà 22 ans. Et j'étais super contente de faire tout ça. Et puis pareil, ça m'a fait ce truc de oh là là, c'est pas possible, il y a trop de contraintes, c'est trop réducteur. Et puis je trouvais qu'on faisait vraiment du bullshit, hein, tu vois. En école de journalisme, t'as ce côté, on t'apprend la pensée unique. Et moi, j'avais cette image du journaliste reporter, tu sais, qui va dénicher les petites infos et qui va faire des photos et qui va être sur le terrain, etc. Je me suis retrouvée à faire des stages, tu vois, bidons dans des boîtes de prod à Boulogne-Billancourt, et j'avais juste envie de me casser, tu vois. Et, euh, et après ça, j'ai commencé un chemin un peu plus initiatique personnel, où j'ai voyagé en Asie, où tu vois, j'ai arrêté le journalisme pendant un temps. Et j'ai juste, voilà, j'avais envie de voyager, de faire des petits boulots à droite à gauche. J'ai été modèle photo pour des artistes photographes. J'ai fait ça pendant quelques années. Ça m'a permis tu vois, de bouger, de voyager. Et puis ensuite, il y a eu cette reconnexion avec le corps, avec la spiritualité par le yoga principalement, même si avant, tu vois, dans tous les voyages que j'avais faits, surtout en Australie et en Asie, j'avais commencé à reconnecter à des choses très profondes. Mais voilà, tu vois, j'ai fait des choses tellement différentes qui m'ont amené là où je suis. Et quand je pense à tout ça, j'ai vachement j'ai vachement d'amour, tu vois, pour cette ado, pour cette jeune femme. Et je me dis, enfin, en y pensant aujourd'hui, je sais même pas si je ferais le quart de ce que j'ai fait à l'époque, tu vois. Même si, bon, aujourd'hui, je continue à, tu vois, rouler ma bosse, à être en Roumanie, et quand j'entends des gens qui me disent, ah, mais vous êtes super courageux d'être parti, etc. Moi, je me dis, bah, je sais pas, enfin, on l'a fait, tu vois, mais c'est vrai que, en tout cas, quand je repense, voilà, à ce que j'ai pu vivre plus jeune, je me dis, c'est fou, et je pense on a tous un peu ce regard
sur nous, tu vois. Je suis sûre qu'il y a des choses que toi, t'as faites où tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Aujourd'hui, tu les ferais pas, quoi. Et du coup, on a appris beaucoup de tout ça. Oui, alors Armel, du haut de ses 26 ans, qui est un chat en fait, et qui a plusieurs vies, parce que pour pouvoir faire Eh, tout ce qu'il fait, bientôt 32, Laurent, hein, bientôt 32. c'est juste impressionnant, hein. Ouais. Les voyages, toutes les professions, toutes les expériences formatrices. C'est quoi l'expérience la plus formatrice que tu as eue? Hmm, il y en a eu plusieurs, mais je pense que c'était ce voyage en Australie, tu vois. Je suis partie vivre un an toute seule et c'était fou parce que j'ai fait plein de choses là-bas, tu vois. Je veux dire, je suis partie un peu comme ça, en mode la petite Frenchie qui s'en va et qui va bosser dans la presse australienne, tu vois. C'était super glamour. J'étais contente, tu vois, c'était assez fou pour moi. Et puis après, il y a eu cette deuxième partie de l'Australie où là, ça a été genre retour à la nature, où je suis partie travailler en ferme, comme voilà beaucoup de, tu vois, d'étrangers le font là-bas. Tu vas bosser dans les fermes, dans des éco-villages, dans des endroits comme ça où tu vas vraiment travailler la terre ou ramasser des légumes, des fruits, etc. Ça, je t'avoue que pour la petite nana que j'étais, même si j'étais courageuse et motivée et tout, ça a été super difficile. Mais en même temps, ça a été le début de ma reconnexion à la terre et à la méditation et à comment on peut, tu vois, utiliser les énergies pour pouvoir se réguler. Et quand tu bosses 10 heures par jour au soleil à ramasser des courgettes tous les jours pendant un mois, t'as le temps de penser, tu vois, t'as le temps de penser et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et tu te refais toute ta vie et finalement tu développes une pratique, tu vois, de méditation par le geste, la respiration. Je pense vraiment que ça m'a donné tous les rouages de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, oui, c'est très bien de faire une formation de breathwork et de développer tout ça, c'est magique, tu vois. Aujourd'hui, on a une explosion de toutes ces méthodes, mais franchement, moi, à l'époque, je faisais du breathwork, j'en avais même pas l'impression, tu vois. C'était, tu respires, t'es là, tu sais que t'as 10 heures à faire ton truc manuel avec la terre toute la journée. Bah, ton meilleur ami, c'est ton corps, ta respiration et ton mental, quoi. Et du coup, ça a été dur, tu vois. Il y avait le côté aussi féminin qui était très difficile à garder, tu vois, parce que quand tu es vraiment en train de bosser toute la journée, que ça fait 3 mois que t'as pas mis de make-up ou que tu juste t'as pas le temps tu sais, de te laver parce que de toute façon, t'as les pieds sales, t'as les mains sales, t'as l'impression de, tu vois, de perdre tous les attributs qui peuvent être un petit peu. Excuse-moi, c'est. Hop, c'est mieux. C'est, ouais, ça a été, tu vois, une déconstruction pour une reconnexion et ça a été très dur. Et en même temps, c'est une des expériences les plus belles de ma vie, tu vois. Alors, dans l'approche alchimique de Paracels ou homéopathique d'Hahnemann, je ne me rappelle plus, on dit que c'est dans la dosification que se trouve la toxicité de quelque chose. Mm. Et donc, pour se reconnecter à la Terre, on n'a pas besoin d'être en contact avec elle 24 heures sur 24. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui vivent en ville, par exemple Mm. à Paris, et qui ont besoin de cette Ouais. reconnexion à la Terre? Quels tips tu pourrais leur donner? C'est une super question parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pilier majeur de notre vie et de notre bien-être. Et je pensais pas que je dirais ça un jour, hein, tu vois, parce que à l'époque, moi, quand je vivais vraiment en ville, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Toulouse, j'étais persuadée que faire un petit peu d'ancrage en allant mettre mes pieds dans l'herbe dans un parc suffirait. Aujourd'hui, j'ai bien constaté que c'était pas suffisant. Et heureusement, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que faire une méditation d'ancrage en visualisation ne sert à rien, ça ne veut pas dire que aller se faire une randonnée ou aller marcher dans un parc pieds nus ne sert à rien, pas du tout, mais je pense que c'est pas suffisant. Et moi, je le vis, tu vois, je le vis même là, à mon niveau, et pourtant on est en Roumanie, la nature, tu le vois, elle est partout autour de nous, mais le simple fait d'être dans une maison
où est généré justement sont générés tous ces réseaux électriques, sont générées toutes ces fréquences électromagnétiques qui peuvent être perturbantes, tu vois, on parlait de géobiologie un petit peu tout à l'heure, ça c'est des choses qui viennent perturber très très rapidement notre système nerveux, notre système endocrinien, nos relations, notre bien-être général, et tu vois, en ayant passé 10 jours en pleine nature, et en étant revenu dans une maison globalement électrique, c'est pas mon type de maison, mais c'est pas la mienne, donc voilà, mais en tout cas, tu ressens ça. Euh, j'ai eu un moment, tu vois, d'adaptation quand j'étais de nouveau dans la nature, vraiment les pieds dans l'herbe et à prendre le soleil et à être loin de tous les réseaux électromagnétiques. Ça a été, ça s'est remis en place. C'est comme si mon corps s'était remis en place en peut-être 24 heures. Tu vois, j'ai eu une journée de purge, littéralement. Tu vois, j'ai pleuré, fallait que je me secoue, tu vois, j'ai déroulé mon tapis, j'ai fait une séance de yoga de 2 heures avec de la respiration, avec de la reconnexion. C'est comme si tout mon corps s'était purgé d'un coup au contact de la nature et que ensuite ça s'était bien remis en place. Mais c'est vrai que du coup, pour les personnes qui n'ont pas accès tout de suite à la nature environnante, ça peut être très compliqué. Déjà, ça pourrait être de se dire, si vous ne vous sentez pas bien, globalement, c'est peut-être dû à ça et pas autre chose. Et ne nous prenons pas la tête en se disant j'ai un problème, il y a quelque chose qui cloche chez moi, etc. Ça peut être juste ça. Et puis de vraiment faire en sorte de passer le plus de temps en nature possible, mais vraiment pas juste une petite balade au parc, de se déconnecter réellement quelques jours, de vraiment faire ce switch-là. Et après, pour les personnes qui peuvent, qui ont cette ambition, qui ont aussi cette volonté-là, changer de mode de vie. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le tournant, il est hyper important. On ne, on ne sera plus vraiment en mesure d'être bien dans les grandes villes avec tout ce qui s'y passe au niveau énergétique. Peut-être que c'est juste un temps, le temps que ça se nettoie, que ça se réadapte, etc. Mais j'ai l'impression qu'on aurait tous vraiment plus voilà, de joie à changer de mode de vie. Tu vois, et c'est pas pour rien qu'on entend parler de maisons autonomes, de mode de vie autonome depuis toutes ces dernières années, que certains reviennent complètement à la terre, à faire leur potager, etc. C'est pas juste une lubie d'écolo du dimanche, tu vois, c'est quelque chose qui va avoir du sens pour notre vie et qui a du sens pour notre spiritualité. Si, en tout cas, on a envie d'évoluer vers ce monde-là, si on a envie de continuer à consommer, à être dans l'inconscience, à être dans un mal-être qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas, c'est un choix. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent faire le choix de cette consommation-là. Moi, je me suis rendu compte au fil des années, et pourtant, en ayant été à certains moments de ma vie aussi dans la consommation, jamais à outrance, tu vois, j'étais pas, voilà, mais j'aimais aussi consommer des choses. Parfois, je le faisais avec moins de conscience qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'importance que ça a, en fait, tu vois, de reconnecter à cette nature. Donc, c'est compliqué, bien sûr, qu'on ne peut pas faire le switch pour certains du jour au lendemain, tu vois. Mais on a beau dire, le fait d'être en pleine nature et de reconnecter à la terre, vraiment, sera beaucoup plus forte, beaucoup plus bénéfique que de faire un peu d'ancrage à 3 cours de yoga par semaine. Et voilà, c'est une réalité, quoi. C'est clair. Et ça résonne, tu sais. Moi, si je me projette en arrière, il y a peut-être 15 ans en arrière, je me dis, mais attends, et c'est un élément très important, je pense, attends, les arbres, ça vit pas. Enfin, ouais, c'est un arbre, quoi. La plante, c'est une plante. La terre, bah, c'est une boule de pierre. Mais en fait, tous ces êtres sont vivants. Et ce qui est très important dans ce que tu dis, pour des gens qui vivent dans des villes comme Paris, bah, on n'a pas le choix. On vit là-bas, ok, je ne peux pas changer, je fais ci, c'est ok. Mais si tu vas embrasser un arbre, fais-le avec conscience. Demande la permission à l'arbre. Comment est-ce qu'on fait? Bah, comme si tu parlais à un être qui ne peut pas s'exprimer. Tu lui demandes la permission de le prendre dans les bras. Tu ne vas pas l'arracher littéralement, l'embrasser et lui donner un bisou Ouais, sur la joue. Tu demandes la ouais. permission. Ces êtres vivants, c'est la même chose. Fais-le en conscience, même si c'est 5 minutes par jour. Embrasse l'arbre, demande à l'arbre qu'il te décharge de cette énergie. Il va le faire. Connecte-toi à pieds nus tous les jours, Ouais. 5 minutes à la terre. Tu verras que tu te sentiras mieux que si tu ne fais rien.
Ça ne va pas te changer la vie du jour au lendemain, mais il y a des études scientifiques qui démontrent qu'il y a des gens qui se sont guéris de diabète suivis par des médecins, simplement en pratiquant le pied nu au contact de notre terre Ouais, de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, pour impacter notre vibration. Donc, ouais. faisons les choses avec conscience dans la mesure de notre possibilité, mangeons avec conscience, pas avec notre téléphone sous les yeux. Voilà, c'est ça, tu vois, l'alimentation aussi, ça c'est un moyen de se reconnecter à la nature si on n'est pas voilà, tout de suite dans la nature. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que maintenant tout le monde le connaît, il y a Thierry Casasnovas qui a fait énormément de vidéos qui sont accessibles où lui parlait de cette maladie qu'il avait, où il s'est guéri en reminéralisant son organisme avec beaucoup d'utilisation de légumes, de plantes, etc. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que l'utilisation de légumes, enfin l'alimentation de légumes crus, de produits qui viennent le plus possible de la terre, qui ont été pas trop traités si possible, ça c'est un moyen de reconnecter à sa nature et de rééquilibrer aussi son système nerveux. Je pense que, tu vois, ça aujourd'hui aussi, je pense que ce qui est hyper important, c'est notre système nerveux. Et je pense que c'est ça qui met à mal beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est un système nerveux qui est épuisé par le stress, qui est épuisé par la peur, qui est épuisé par le mode de vie, qui est épuisé par le manque de sommeil, qui est épuisé par l'alimentation, comme voilà, tu le disais, on disait, qui est pas adaptée. Et je pense que si on prend en charge la santé de son système nerveux, on peut tout faire. On peut tout faire. Amanita muscaria en microdosing, mais je ne vais pas en parler ici. On pourrait, tu vois, je vois le slogan qui passe, manger les courgettes australiennes d'Armel. Ouais, c'est ça. Manger Prenez soin de votre local. système nerveux, mangez des courgettes. Non, manger local pour favoriser Ouais, l'économie locale de proximité, c'est aussi ça. C'est ce qu'on dit toujours, arrêtez de donner de l'argent à des gens qui ne veulent pas du bien. Donc arrêtez ouais, de consommer des plats préparés ou des choses de grande industrie alimentaire qui forcément ont des déséquilibres au niveau nutritionnel, au niveau des sucres, des acides gras saturés, etc. etc. On ne va pas non plus partir là-dedans, mais c'est privilégier les économies locales, ouais, plus naturelles, ce qui est plus euh, complètement. nutritif pour vous et pour Venez la... vivre en Roumanie. Ici, il y a encore des poules, Ah, des ben, mes fermes, amis, des potagers. Ils n'utilisent pas de pesticides. Mm. cool. Ce qui n'est pas ce qui n'est pas trop le cas ici en Colombie. Tristement, en fait, des grandes sociétés comme Monsanto donnent gratuitement des fertilisants aux paysans qui ont déjà pas beaucoup de gains. Et en fait, ces fertilisants les aident à avoir de Ouais. meilleures récoltes. Et donc, du coup, ils tombent dans le piège de Et ouais, on n'accepte plus que ce mode de fonctionnement. ouais. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais bon, là aussi, c'est un sujet qui est trop vaste pour Ouais, l'aborder. bah, c'est un sujet à part entière, ça c'est clair. Il faut fermer sa chaîne YouTube aussi, ça serait dommage. Euh, Bah donc, ouais, c'est clair. donc, donc voilà, mais donc, c'est très passionnant par rapport à tout ce que tu racontes. Je pense qu'on peut parler encore 3 heures et demie facile. Ouais. C'est quoi qui te tient le plus à cœur aujourd'hui dans ce que tu fais? Euh, Tout ce que tu Bah, fais. je pense que justement, c'est l'autonomie. Tu vois, c'est peu importe. Je veux dire, on n'est pas tous obligés de mettre en place une maison autonome demain. Je veux dire, ce serait le must pour ceux qui ont envie, mais l'autonomie, tu vois, à tous les niveaux, l'autonomie énergétique, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie euh, physique, c'est une forme de souveraineté, c'est une forme de pouvoir, c'est le retour à ce pouvoir-là. Dès lors que je reprends ce pouvoir, j'arrête de le mettre dans les mains d'autres personnes ou d'autres systèmes ou d'autres institutions, que ce soit la prise en charge de ma santé, que ce soit le retour aussi à des valeurs simples, peut-être de se dire, il y a un moment, je vais arrêter de suivre toutes les règles, parce qu'on l'a vu, hein, toutes les règles, pour l'instant, gouvernementales ont été globalement anti-vie. Tu vois, ça peut être juste ce retour progressif à cette autonomie qui nous rappelle combien on est puissant, combien on est divin, combien on est Dieu et on est cette source à l'intérieur de nous.
Et bien sûr que l'avoir caché aux hommes et avoir fait en sorte qu'on l'oublie nous a rendus tellement dépendants voilà, on est arrivé dans cette espèce de société d'assistés. Je dis pas ça pour juger qui que ce soit, hein, on l'a tous été à un moment de notre vie, mais on est quand même globalement dans une société d'assistés qui n'ose même plus se prendre en charge. C'est même pas cette idée. Je pense qu'au bout d'un moment, on se pose même plus la question. C'est des gens qui ne sont peut-être même pas posé la question en se disant est-ce que je suis capable de m'auto-gérer, est-ce que je suis capable de faire ça seule, est-ce que finalement ma santé, je peux arrêter de dépendre d'un diagnostic d'un médecin, de mon médecin traitant, de mon pharmacien, ou de juste compter sur moi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ma mission, mon cœur de cible, c'est le retour à cette autonomie et à cette souveraineté. Ça l'a toujours été, et je pense qu'il faut qu'on, vraiment de manière voilà, collective, et qu'on soit nombreux à retrouver ça. Parce que on ne peut plus être dans cette dépendance des uns ou des autres, et ça peut être valable, tu vois, je parlais des médecins, des institutions, mais ça peut être valable dans le cercle relationnel, tu vois, quand tu vis des relations dysfonctionnelles où tu as une dépendance affective, cette fameuse dépendance affective dont on a entendu parler partout ces dernières années aussi, c'est une manière de se remettre au cœur de sa vie, euh, de ne pas compter sur l'autre pour régler ses problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des beaux liens avec des personnes, qu'on n'est pas dans des belles relations, qu'on n'est pas amoureux, qu'on n'est pas amis, que voilà, je pense que ça c'est beau, mais il faut qu'on sorte de schémas toxiques, et aujourd'hui l'autonomie, je pense que c'est notre clé, c'est une des clés principales. Ok, cool. Est-ce que tu as envie de partager un petit exercice que tu fais en autonomie quand tu sens que tu pars en cacahuète au niveau Ouais. émotionnel? Alors quand je pars en cacahuète, j'ai plein de petits tips bien sûr. Ce qui peut marcher très bien, euh, qu'est-ce que je pourrais donner? Euh, J'essaye de réfléchir à quelque chose de simple qui pourrait parler à tout le monde, sans aborder peut-être des choses qui ont été vues et revues. Euh, je pense que déjà, tu vois, sans que ce soit un exercice hyper précis, déjà revenir vraiment tout de suite à soi. Revenir à son corps, revenir à ses émotions. Et il y a quelque chose de tout simple, ça peut être juste de se poser des questions. Ah, ok, qu'est-ce que je ressens là? Ok, je ressens de la colère. Pourquoi je ressens de la colère? D'où ça vient? Ok, je suis en colère parce que... Et en fait, le fait de dérouler ce fil va vraiment nous permettre de se libérer et de revenir à justement une intégrité personnelle. Et après, il y a plein de petites techniques très simples. Retourner aux sensations du corps, retourner au souffle, boire un verre d'eau en pleine conscience, prendre l'air, aller prendre l'air d'un coup pour juste sortir d'un espace, ouvrir les fenêtres si c'est pas possible. Ça peut être juste ça, ou fermer les yeux, juste fermer les yeux pour se déconnecter de la réalité immédiate et rentrer dans une autre forme de conscience. Ça peut être des petites choses, voilà, auxquelles je pense. Fermer les yeux, respirer, prendre l'air, ouvrir la fenêtre, revenir dans son corps. Ça, c'est des choses qui marchent à tous les coups, à tous les coups. Cool. Cool. Pour éviter le partage en cacahuète généralisé. C'est plus simple que vous pensez. Donc, tu parles de respiration. Donc, après, il y a des gens qui parlent de respiration, cohérence cardiaque. Non, ne cherchons pas la complication. On inspire, Ça peut être simple. on Ouais. expire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On fait gonfler notre petit Juste abdominal. ça, d'entendre On sa met respiration. Ouais. les mains comme ça. On revient sur le Ouais. corps. C'est ce qui est Les très intéressant. mains, les mains sur les tempes, les mains sur le cou si on sent qu'on a du mal à parler, sur le cœur. On sent du Les mains sur le ballonnement. cœur, déjà ça, on fait circuler de nouveau le champ électromagnétique, quoi. Voilà, 1 minute, pas plus. Et ça vous permet d'éviter de partir en Ouais, cacahuète. Et si vous partir en ouais. cacahuète, partons en Et cacahuète. si, voilà, on doit partir en cacahuète, on part en cacahuète. Et dans ces cas-là, il faut crier, il faut pleurer, il faut lâcher, il faut courir, il faut se secouer comme les animaux, même si on a l'air d'un fou, voilà, c'est peu importe. C'est un retour à quelque chose d'organique aussi qui peut faire peur, mais qui est vraiment notre nature. Ça peut être très bizarre de se secouer dans tous les sens, mais ça marche. Ouais, totalement. Surtout Enfin, souvent. il y aurait tellement de choses à dire, c'est vrai.
peut-être juste de prendre conscience qu'en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous fait partie d'un champ, un grand champ quantique, qu'on pourrait appeler aussi morphique, parce que c'est des formes qui viennent nous impacter. Donc imaginez aussi, imaginez ce grand champ autour de nous, je sais pas, comme un grand ballon, et de se dire, voilà, il y a tous ces trucs dedans, il faut que je les vire, faut que je fasse de la place, quoi. Donc oui, le fait de s'expanser, le fait de, tu vois, de faire des grands mouvements avec ses bras et tout, ça, c'est des choses qui peuvent marcher très bien. Cool, 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 cool. Armelle, c'est où qu'on peut te trouver? C'est quoi ton canal préféré? Alors principalement sur mon site web qui c'est Moon Yoga M2O N pardon yoga tout attaché .life. Moonyoga.life, c'est vraiment là où il y a tout ce qui est recensé. Et sur Instagram au même nom. Sur Instagram, même si vous tapez mon nom Armelle Moutan, vous trouverez mon compte Instagram. Et puis après, à partir de là, il y a tout, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez me trouver à mon nom de manière générale. Je pense que en tapant mon nom sur Google, vous trouvez tout aussi. C'est l'avantage de la toile internet. Et voilà, c'est vrai que je suis plutôt active sur Instagram ou Telegram. Telegram et voilà. Super, donc je partagerai les liens en dessous Ouais, ça marche. de ce podcast. Ce podcast est disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur d'autres réseaux. Ça a été un grand plaisir de partager ce café avec toi. Ce Moi café aussi, Laurent, comme à chaque fois. qu'on discute de temps à autre. D'ailleurs, ce café, il a commencé avant même qu'on enregistre. Ouais. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, Laurent Geller. Ça a été un plaisir, c'est un plaisir de vous accompagner et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, Armel. Merci Laurent, merci beaucoup. Je t'embrasse. Ciao.